Après la mort du comte Dooku, l'empire séparatiste a sombré dans le chaos. Les politiciens du Sénat de Raxus et les fidèles de Dooku se disputent sa place sous le regard médusé du général Grievous, qui se retrouve sans ordre, sans mission et sans but. Du côté de la République, la situation n'est guère mieux, puisque Maul obtient un siège au Sénat en tant que nouveau dirigeant de Mandalore. Il est acclamé par la population comme celui qui a sauvé la République et mis fin à la menace de l'empereur Dooku. Cette situation ne convient pas aux Jedi, qui, plus que jamais, se retrouvent isolés sur la scène politique de la République et même de la galaxie. Malgré le fait que beaucoup soient au courant des liens entre Maul et la pègre galactique, nombreux sont ceux qui ferment les yeux en acceptant les généreuses donations ou cadeaux du Zabrak. Pour le chancelier suprême, Bail Organa, cette situation est plus que intenable. D'autant que sur Mandalore, un certain groupe commence à lever la voix contre Maul et sa tyrannie. Les Jedi envoient alors le maître Mace Windu et la chevalier Tano discrètement sur la planète des Mandaloriens pour rencontrer Bo-Katan et mettre en place un plan d'action pour détrôner Darth Maul. Et pendant tout cela, une question reste en suspens. Qu'est-il advenu de Darth Sur? Le corps de l'ancien Padawan n'a pas été retrouvé dans les débris du vaisseau séparatiste, et nul ne sait s'il était encore de ce monde, ce qui inquiète le grand maître Yoda. Un Sith aussi puissant en liberté ne peut rien annoncer de bon pour l'avenir. Dans son palais sur Mandalore, Maul réfléchit à la suite des événements. Le voilà membre de la République et héros de la bataille d'Ilum. Pour beaucoup, c'est le visage qui a mis fin à la guerre. Néanmoins, depuis la mort de Dooku, le Zabrak ressent comme un vide profond. Que faire? Le voilà dans une galaxie privée de Palpatine, d'Obi-Wan et de Dooku. Son désir de vengeance disparaît, et pour la première fois depuis longtemps, il ne sait pas quelle cible frapper. Cependant, il y a une chose qui l'empêche de se reposer sur ses lauriers, la disparition de Darth Sur. L'ancien Jedi, Anakin Skywalker, pourrait être un adversaire de taille et une menace envers son royaume mandalorien et sa situation plus qu'enviable. D'autant qu'il a conscience que tous les guerriers de Mandalore ne sont pas unis derrière lui. Sa décision est prise. Il charge une équipe de ses plus fidèles guerriers de traquer et de retrouver Darth Sur ou son cadavre avant de se retirer dans son sanctuaire de méditation. La méditation. Voilà quelque chose qu'il n'avait jamais pratiqué réellement par le passé. C'est lors de sa confrontation avec l'empereur Dooku que Maul a réalisé ses lacunes sévères en matière d'utilisation de la force et du côté obscur. Aux côtés de son maître Sidious, il n'était qu'un outil, une arme, un chien enragé à lâcher sur les ennemis de Palpatine. Néanmoins, il est désormais plus sage, plus compréhensif des véritables pouvoirs de la force et du côté obscur. Malgré cela, son manque d'objectif à long terme l'empêche de pleinement se consacrer à l'obscurité. Que faire? Avec sa nouvelle position de pouvoir au Sénat, il pourrait tenter de nuire à l'ordre Jedi par la voie diplomatique. Mais est-ce que tous les sénateurs le suivraient? Non. Le chancelier suprême Bail Organa est un grand sympathisant de l'ordre Jedi et de la lumière. Une autre solution serait de s'emparer du trône séparatiste. Mais là encore, toutes les planètes de l'empire de Dooku ne se rallieraient sans doute pas à lui. L'incertitude l'agace, et tandis qu'il s'apprête à quitter sa méditation, il ressent un appel dans la force. Les Jedi sont là, sur sa planète. Maul esquisse un sourire. À défaut d'un but concret, il peut toujours tuer les imprudents qui ont foulé le sol de Mandalore. Cela ne devrait pas être trop difficile, et lui fera un excellent entraînement. Tandis qu'il vient d'arriver sur Mandalore avec la chevalier Ahsoka Tano, le maître Windu est sur la défensive. Il ne fait pas confiance à ce groupe de Mandaloriens insurgés et sait que le moindre faux pas pourra compliquer grandement la mission. Aussi, il avance prudemment, caché par sa capuche, accompagné de la jeune Togruta. Depuis la bataille d'Ilum, les deux Jedi se sont liés d'amitié et se font mutuellement confiance. C'est pour cela que Windu l'a choisi pour cette mission délicate. Les deux Jedi atteignent finalement le lieu de rendez-vous. Un vieux hangar dans les bas quartiers de la capitale mandalorienne. Les minutes passent, puis les heures, sans que personne ne se présente. Ahsoka est pour une fois la plus patiente. Assise en tailleur, elle médite. À l'opposé, le maître Jedi fait les 100 pas. Il n'est pas en confiance dans ces lieux hostiles aux Jedi. Puis, après une attente qui lui semble interminable, 3 Mandaloriens se présentent à la porte, arborant des armures bleues et noires, dont une avec un casque représentant la tête d'un oiseau. Le groupe de Mandaloriens salue respectueusement les Jedi, et Bo-Katan finit par ôter son casque pour se présenter. Bien que toujours sur la défensive, Windu n'oublie pas l'art de la diplomatie et des bonnes manières, et finit par lui rendre ses salutations.
La situation est plus complexe que prévu, puisque la Mandalorienne révèle aux Jedi que ce ne sont pas quelques Mandaloriens qui veulent renverser Maul, mais bien plusieurs clans qui ne le reconnaissent pas comme le souverain légitime de Mandalore. Cette information est précieuse, car elle pourrait constituer un excellent début pour se défaire de Maul. Pour autant, un problème demeure. La guerre contre les séparatistes n'est pas officiellement terminée. De plus, l'ordre Jedi poursuit sa reconstruction, et les combattants de la lumière sont loin d'être aussi nombreux qu'autrefois. Le maître Windu est pensif. Il cherche à réfléchir à la meilleure stratégie possible. Néanmoins, c'est Ahsoka qui prend la parole et promet à Bo-Katan de faire le nécessaire pour leur venir en aide. La parole des Jedi étant presque sacrée, Mace Windu se range du côté de la chevalier Tano, non sans être surpris par son initiative. Et bien qu'il respecte les convictions et l'entrain de la jeune Togruta, il ne peut que demeurer songeur quant à la manière de procéder pour se défaire de Maul et aider les Mandaloriens à reprendre le contrôle de leur planète. Après quelques échanges d'informations, le Jedi ressent une perturbation dans la force, une masse haineuse qui s'approche. Maul les a trouvés. La chevalier Tano est rapidement avertie par Windu. Maul est sur leurs traces, et il ne va pas tarder. Pour les Jedi, il faut agir vite et bien. Ainsi, ils décident de se séparer pour avoir plus de chances de semer le Zabrak. Mace part vers la base ville et Ahsoka doit regagner leur vaisseau pour préparer leur départ de la planète. La jeune Togruta quitte le hangar avec Bo-Katan. Ces dernières se dispersent et partent chacune de leur côté. Le maître Jedi, quant à lui, part dans la direction opposée pour brouiller les pistes. Au vu de la situation, Ahsoka espère que son ami Jedi réussira à échapper aux Zabrak, persuadée que Maul cherchera à se défaire du légendaire Mace Windu plutôt que d'elle. Aussi, elle s'en tient au plan, se dirige vers le spatioport clandestin qui lui a permis de se poser à l'abri des regards. Elle passe une porte, puis s'enfonce dans un couloir avant de tomber face au souverain de Mandalore, qui dégaine le Darksaber et se met en garde, lui disant d'une voix grave et menaçante « Vous n'auriez jamais dû venir ici, Jedi. » Ahsoka garde son calme et dégaine ses sabres laser. Dans cette réalité, ce n'est pas Anakin qui l'a formé aux arts Jedi, mais bien Plo Koon, le maître Jedi qui a réussi à défaire Yoda en combat singulier. La chevalier Tano se met en garde dans une posture d'Ataru, alors que le Zabrak fonce vers elle dans un cri de rage, faisant battre ses lames contre celles de la jeune femme qui lutte admirablement bien. Les sabres s'entrechoquent dans des frappes puissantes. Ahsoka est fluide, précise et gracieuse dans ses gestes, repoussant les assauts de Maul avec une dextérité remarquable, tandis que le Zabrak, furieux dans ses coups, ne lui laisse aucun répit. Dans cette réalité, Maul est toujours aussi agressif, mais bien plus expérimenté au combat, et dans le contrôle de lui-même. Aussi, il se joue des feintes d'Ahsoka, et parvient à les esquiver ou les retourner contre elle. Ce duel est intense, et dans un revers de lame brutale, Maul parvient à trancher 2 doigts de la main d'Ahsoka, la désarmant d'un de ses sabres laser. La jeune Togruta crie de douleur et se recule de plusieurs pas, désorientée par la douleur et la brutalité du Zabrak, qui s'apprête à asséner le coup de grâce. Soudainement, un bruit d'explosion résonne, suivi des sirènes d'alerte de la planète. Maul ressent une perturbation dans la force et abandonne le combat, laissant Ahsoka au sol. Lorsqu'il sort enfin du bâtiment, il fulmine de rage en voyant la flotte séparatiste dans le ciel de sa planète, en train de bombarder le dôme protégeant la capitale mandalorienne. Lassé par les discussions politiques, le général Grievous a décidé, sans l'accord du Sénat d'Oraxus, de détruire Mandalore en représailles de la mort du comte Dooku. L'attaque est brutale et surprend clairement la petite flotte mandalorienne qui se fait balayer sans parvenir à stopper l'armada séparatiste qui envoie déjà ses légions de droïdes pleuvoir sur Mandalore, faisant feu de tout bois pour détruire le dôme protégeant la capitale mandalorienne qui finit par céder sous les tirs orbitaux. Les légions de droïdes se répandent dans la cité et les Mandaloriens enfilent leurs armures de Beskar pour partir au combat contre les hordes de droïdes. Les combats font rage dans les rues et les bâtiments du centre-ville, tandis que Grievous se prépare également à débarquer pour aller tuer le responsable de la mort de l'empereur Dooku. De son côté, le Jedi Mace Windu avertit immédiatement la République du retournement de situation tout en portant Ahsoka sur ses épaules pour la mettre en sécurité dans leur vaisseau et quitter la planète. Le cyborg débarque enfin à terre, dégaine ses 4 sabres laser et commence un véritable massacre sur son chemin. Il extermine les Mandaloriens assez fous pour le défier et se dirige vers le palais de Maul avec tout un contingent de droïdes. Ventress se tient sur sa route et dégaine ses sabres laser. Le combat s'amorce entre le général et l'apprenti de Maul. Les sabres s'entrechoquent et les droïdes se mettent en position de tir sans agir pour le moment, sachant que le général aime s'occuper de ce genre de combat seul. Ventress est rapide,
Mais elle manque d'expérience, et surtout de retenue pour anticiper parfaitement les mouvements de Grievous, qui finit par la décapiter avec un coup en ciseaux de ses sabres laser. Le corps de l'apprenti gît au sol, et Grievous poursuit sa route vers le palais de Maul, avec pour objectif la vengeance. Enfin, le cyborg pénètre le palais de Maul, et ce dernier se trouve sur son trône. Il salue son adversaire et dégaine le Darksaber pour lancer l'assaut. L'affrontement est imposant. Maul est agile et expérimenté à la lame, tandis que Grievous possède l'avantage de ses implants et de ses 4 sabres laser. Le duel est brutal, les lames se confrontent et Maul parvient à trancher l'une des mains de son adversaire, puis une autre. Grievous se retrouve contraint de se battre uniquement avec 2 lames face à Maul, et tandis que le duel s'apprête à reprendre férocement, un tir de blaster retentit, et le Zabrak s'effondre au sol. Brisant le vitrail de la salle du trône avec plusieurs dizaines de Mandaloriens, Bo-Katan vient d'abattre Maul d'un tir de blaster en pleine tête, avant de charger contre les droïdes de Grievous, pris par surprise. La Mandalorienne s'empare du Darksaber au sol et lance un assaut contre le général séparatiste, confrontant sa lame contre les 2 restantes du général. La Mandalorienne est expérimentée et animée par la gloire de son peuple et du combat. Tandis que les guerriers de Mandalore détruisent les droïdes de Grievous et se rallient à Bo-Katan, cette dernière parvient à trancher un bras du général droïde, qui tente de la repousser d'un coup de pied pour prendre la fuite comme à son habitude. Malheureusement pour lui, la guerrière a plus d'un tour dans son armure et tire un missile de poignée droit vers le général, qui explose contre le sol et se retrouve éparpillé aux 4 coins de la pièce. Les guerriers mandaloriens acclament Bo-Katan, la nouvelle Mandalore. Néanmoins, rien n'est gagné. Bien que le général Grievous soit mort, les droïdes stratégiques et le blocus de la flotte séparatiste est toujours une menace de taille pour la planète et le peuple mandalorien. Bo-Katan pousse un cri de guerre et conduit les siens vers l'extérieur pour poursuivre le combat dans les rues. Les affrontements sont dantesques. Des légions de Mandaloriens défendent leur planète natale contre des hordes de droïdes de combat. Plusieurs guerriers meurent sous les assauts des droïdes, tandis que l'équipement des Mandaloriens envoie les B1 à la casse. Mais le nombre de contingents de droïdes est trop grand, et seul un petit groupe de guerriers mandaloriens demeure sur la place centrale de la capitale, luttant à 1 contre 20 jusqu'à ce que des corvettes de la République bombardent les positions droïdes et que des escouades de clones apparaissent au-dessus des ruines. La grande armée de la République vient d'arriver dans le ciel de Mandalore, dirigée par les maîtres Jedi Plo Koon et Aayla Secura. Le cours de la bataille change drastiquement, et les Mandaloriens, avec l'aide des légions de clones, parviennent à repousser des séparatistes, tandis que la grande armada de Grievous se fait mettre en pièces par les flottes de la République. Mandalore est libérée de l'emprise de Maul, et la galaxie se trouve libérée du flot séparatiste. Dans les rues de la capitale mandalorienne, on crie victoire, et on acclame la nouvelle Mandalore, Bo-Katan. Quelque part sur Tatooine, le grand maître Jedi Yoda, accompagné de R2-D2 et d'un petit groupe de clones, observe une ferme à bonne distance. Il y voit un Darsur cultiver la moisissure sans son armure de Beskar, avec un respirateur et une bure simple. Derrière se trouve la famille restante d'Anakin, son demi-frère, qui l'aide à s'occuper des infrastructures de la ferme. Le commandant des clones pose le genou au sol et regarde le grand maître Jedi avant de demander « Qu'est-ce qu'on fait, général ?» À cette question, Yoda prend une inspiration calme et lui répond d'une voix douce. « En retrait, vous restez. Seul, je vais à la rencontre d'Anakin. » Les clones opinent de la tête et restent sur leur position, tandis que Yoda avance dans le sable avec sa canne, suivi par R2-D2, qui commence, comme à son habitude, à n'en faire qu'à sa tête. C'est après une courte marche que le Jedi arrive aux portes de la ferme et toque avec respect. C'est le frère d'Anakin qui lui ouvre et le salue non sans surprise. Le vieux Jedi est invité à entrer avec son droïde et demande à voir Anakin. Le jeune Owen Lars opine de la tête et va chercher son frère qui se trouve à l'arrière de la ferme. L'ancien Jedi et Sith arrive alors avant d'incliner le buste devant le grand maître Jedi, le saluant avec respect. Le visage d'Anakin est presque méconnaissable, marqué par des traces de brûlures, de lourdes cicatrices, notamment une au niveau de sa tempe gauche, comme si un implant lui avait été arraché. Devant cette vision, Yoda lui fait signe d'approcher et de s'asseoir avant de lui présenter ses excuses pour ne pas avoir tenté de le ramener auprès de l'ordre Jedi. De son côté, l'ancien Jedi fond presque en larmes sous les remords causés par ses actes et la présence de Yoda. Il lui présente ses excuses pour la mort d'Obi-Wan, pour la désolation qu'il a causée en servant Dooku, puis Maul. Néanmoins, le grand maître Jedi lui répond qu'il n'a pas d'excuses à faire, et lui offre de revenir au sein de la République pour être soigné dignement, et peut-être, si telle est sa volonté et celle de la Force, redevenir un Jedi. Après une longue réflexion,
Anakin finit par accepter et salue son frère Owen en le remerciant de l'avoir hébergé. Sur le chemin du retour vers Coruscant, l'ancien Jedi raconte à Yoda comment il a survécu, grimpant dans son vaisseau à la dernière minute, s'être fait souffler par l'explosion dans l'espace, avoir dérivé jusqu'à Tatooine, comment il s'est ensuite arraché son implant de contrôle imposé par Maul, et les enseignements de Qui-Gon Jinn qui lui ont permis de revenir à la lumière. Yoda est sous le choc, Qui-Gon serait encore en vie. Aussi, Anakin lui explique que l'ancien maître Jedi n'est jamais véritablement mort et qu'il a continué à vivre dans la Force. C'est après des années de guerre que la galaxie connaît finalement la paix. Les séparatistes ont été démantelés après la perte de leur flotte sur Mandalore, et les mondes anciennement hostiles à la République ont fini par se rattacher à elle. L'armée des clones est restée au service de la République pour garantir la sécurité de l'ordre dans les mondes de la bordure extérieure et du noyau. Et les Mandaloriens ont finalement décidé de se rattacher également au Sénat de la République. L'Académie des Sith, qui avait tenté de rebâtir Dooku, a été détruite, et aux yeux de la République, Maul est mort héroïquement en tentant de défendre Mandalore. Son syndicat du crime, privé de chef, se désagrège et finit dans l'oubli, et l'ordre Jedi se reconstruit durablement pour redevenir le symbole de la paix et de l'espoir dans la République. Ahsoka Tano accède au rang de maître, et Anakin suit de nouveau les enseignements Jedi auprès de Yoda. Ce dernier a d'ailleurs appris de Qui-Gon Jinn la technique d'immortalité des Jedi.